Et on va démarrer. Alors ce soir, on commence ce nouveau programme. Oh, bah, bonsoir, what the fuck. J'ai pas d'abonnés. Je sais, je sais, c'est pas grave. Tu peux me partager à moi, ça fera un partage. Et je suis même pas abonnée à toi, je crois. Non, désolée. Si, je suis abonnée. Pardon, j'ai rien dit. Je suis abonnée. Bonsoir Fred Écureuil. Donc on démarre ce nouveau programme où vous aurez en fait une partie de ce live qui est la cendre dans la moelle, où on va parler de problèmes génétiques. Alors la première partie, c'était la seconde partie de ce qu'on a fait la semaine dernière, la HCM. On va parler des souffles cardiaques hors HCM qu'on peut trouver chez le Maine Coon, parce qu'il n'y a pas que la HCM, hein, évidemment. Et ensuite, on verra jeudi, du coup, la SMA, la PKDF et la PKD. Voilà le programme. Et la semaine prochaine, je vous dirai ce qu'on verra. Parce que je ne m'en rappelle plus. Si, la semaine prochaine, on verra la dysplasie, tout ce qui est osseux, en fait. Merci. On est déjà à la moitié de l'objectif du live. Vous êtes adorables. Juste, je change de compte pour aller partager. Et puis après, on démarre. J'ai eu un coup de frayeur parce que mon PDF, ouais, mon PowerPoint ne s'ouvrait pas et me disait que tout était perdu. Donc du coup, j'ai eu un petit peu peur. Mais non, j'ai tout récupéré. Donc on aura un live normal pour une fois. Tiens, je te partage le live, couette de chat. N'importe quoi. Il y en a qui sont là, je vais pas les partager. Ok. On démarre avec la présentation de notre équipe qui ne change pas. Il y a juste l'image qui a changé. Oh, ça passe pas. J'ai parlé trop vite tout à l'heure. J'ai un petit souci technique. Ouais, vous l'avez aussi. Magnifique. Donc 2 secondes. Ah, c'est trop bien. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Ouais, c'est bon, ça marche. Deuxième coup de frayeur. Donc l'équipe du live ce soir, on a Tyrion aka Menkun Cyril, qui est expert en génétique féline. Tant qu'il y a du vin à disposition, il commence toutes ses phrases par je bois et je sais des choses. Ensuite, nous avons Lady Mormon, alias Couette de chat, qui a un visage, vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais, aussi sympathique que Lady Mormon d'ailleurs. C'est la rigueur incarnée. Bah, en même temps, elle a 12 ans, hein. C'est pas grave pour la photo. Elle a 12 ans, Couette de chat, donc il fallait pas s'attendre à ce qu'elle fasse adulte, hein. Donc c'est la rigueur incarnée, elle ne tolère ni les clones, ni les coupes approximatives, elle ne mesure qu'un mètre 20, mais ce n'est que de l'autorité. Et Rhaenyra, l'héritière du trône, c'est moi-même, qui garde le cap avec humour et fermeté. Quand elle parle de lignée, tout le monde écoute, sauf Tyrion. Ce qui n'est pas vrai parce qu'en fait, en général, il écoute. Donc le plan, je vous l'ai déjà dit, ce soir, on verra juste les souffles cardiaques hors HCM. On va parler en majorité des souffles juvéniles, des souffles congénitaux et des souffles acquis. Voilà pour le programme de la soirée. Et on démarre par une introduction qui est quand même assez rapide.
Le cœur n'est pas toujours bruyant. Quand il se brise, parfois il murmure à peine. Un souffle juvénile qui s'éteint, ou au contraire, c'est un signal d'alerte. D'autres fois, le silence est encore plus cruel. C'est un gène récessif qui est transmis comme une braise cachée, qui ne s'embrase que lorsque deux lignées se rencontrent. Ce soir, nous allons lever le voile sur ces flammes invisibles, parce que tout vient de cette histoire, en fait. On parlera de souffle cardiaque, de SMA, de PKDF, de PKD jeudi. Ces maladies qui consument la force de nos chats sans prévenir. Pourquoi? Parce qu'elles font partie des gènes récessifs. Alors on en va en reparler un petit peu. Un souffle cardiaque n'est pas toujours l'annonce d'une HCM, hein, loin de là. Il existe d'autres formes qui sont des souffles cardiaques hors HCM. D'abord, il y a les souffles juvéniles dont on va parler tout de suite. Chez certains chatons, le cœur murmure un temps parce que la croissance elle est rapide, surtout sur le Maine Coon, parce que le flux se cherche encore, hein, dans les vaisseaux. Souvent, ces souffles disparaissent en grandissant. On appelle ça des souffles innocents. Mais parfois, ce souffle il persiste et là, c'est plus une étape, ça devient une alerte. Et on entame, je vous la mets parce que j'aime trop. Alors ça, c'est pas dans Game of Thrones, hein, c'est dans House of Dragons, mais j'adore ce personnage. C'est un méchant, mais j'adore. De toute façon, je crois que j'adore les méchants. Alors je suis désolée, hein, on va repartir un petit peu vite fait dans le schéma d'un cœur. Hein. Celui-là, il est un petit peu plus simple que la dernière fois. On avait fait la semaine dernière, je ne sais pas si... Bonsoir Géraldinho, pardon d'avoir un petit peu fourché. Ouais, c'est du méga méchant, j'adore, on remet. Mais je l'adore, je trouve qu'il est excellent. C'est mon acteur, enfin c'est pas mon acteur, c'est mon personnage préféré dans House of Dragons, carrément. Il est, d'aujourd'hui choisir lui en fait. Et je vous remets aussi celle-ci qui parle des souffles juvéniles parce que c'est Sam, là par contre on repart dans Game of Thrones et c'est plutôt sympa. C'est Sam qui ausculte un petit chaton. Voilà. Bonsoir Chantou, bonsoir Emilia. Donc, comment un cœur fonctionne? Eh bien, le sang arrive dans les oreillettes. On l'a vu la semaine dernière, hein, le cœur fonctionne en 4 temps. Il fait 120 000 battements par minute dans la journée. Oh, je sais plus. Bref, pardonnez-moi. C'est un petit peu... je l'ai là. C'est un petit peu la course. Il fait 120 000 battements. Badali, balala. Par jour. Ouais, par minute, ça faisait beaucoup. Hein. Donc, on a tout d'abord le remplissage des oreillettes. Hein. Le sang qui est pauvre en oxygène arrive par les veines caves dans l'oreillette droite. Le sang riche en oxygène arrive des poumons dans l'oreillette gauche. Les oreillettes sont comme des sentinelles de sang. Hein. Elles veillent à ce que chaque goutte revienne à la bonne porte. Ensuite, vous avez la contraction des oreillettes, c'est ce qu'on appelle la systole auriculaire. Hein. C'est le seul passage un petit peu pénible, après ça ira mieux. Hein. Les oreillettes se contractent, le sang passe dans les ventricules. L'oreillette droite va dans le ventricule droit via la valve. Elle est ici. Hop, je me mets avec vous. Moi, je suis sur mon PowerPoint. Via la valve tricuspide. C'est important cette valve parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Et le sang de l'oreillette gauche va dans la ventricule gauche par la valve mitrale. Les ventricules se contractent et le sang repart. Alors, pour le ventricule gauche, ça repart dans le cœur. Oui, on a l'ordinateur est branché depuis pas longtemps. Merci, couette de chat. C'était un petit peu... Voilà. Non, il n'y a plus de rouleau de peinture, d'abord. Et le ventricule droit envoie le sang par l'artère pulmonaire dans les poumons. Donc le ventricule gauche est beaucoup plus musclé puisque lui, c'est lui qui alimente tout le circuit du corps. Hein. Ça, c'est important aussi à savoir. Un souffle cardiaque, c'est quoi? C'est un bruit anormal qui est entendu à l'auscultation et c'est dû à des turbulences dans le sang. C'est pas une maladie en soi, c'est un signe bénin ou pathologique que quelque chose ne va pas. Au niveau des souffles juvéniles,
Ce qu'on sait, c'est très fréquent, je vous l'ai mis ici, c'est très fréquent chez les chatons, entre 6 semaines, entre 6 semaines et 4 ou 5 mois. Selon VCA Hospital, ces souffles apparaissent entre 6 semaines et 5 mois exactement, puis disparaissent dans la majorité des cas. Le plus souvent, c'est bénin et transitoire, heureusement, et ça disparaît souvent avec la croissance. On dit souvent, vous pouvez entendre votre vétérinaire vous parler de souffle innocent. C'est la même chose, hein. C'est-à-dire que c'est un souffle qui va venir partir et le chaton n'aura plus jamais de soucis au niveau du... Enfin, plus jamais de soucis. Il n'aura pas à nouveau de souffle cardiaque normalement. La cause probable, ce que pensent les chercheurs à l'heure actuelle, c'est une immaturité cardiaque et vasculaire. Le cœur du chaton n'a pas atteint sa maturité anatomique et sa fonctionnalité. Pardon. Les valves restent encore un petit peu souples. C'est pour ça que je vous dis qu'il fallait retenir les valves. Parce que comme les valves sont encore un petit peu souples et n'ont pas tout à fait leur même... leur teneur finale de chat adulte, le volume du sang éjecté est proportionnellement élevé par rapport à la taille de ces vaisseaux. Alors ça va créer un souffle en fait au passage au niveau des valves ici. En fait c'est là où souvent où est le souci et c'est là où on risque dans ces zones rouges d'entendre le souffle au cœur au final, hein. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Si le chaton à l'auscultation est en plus stressé, ça accentue ce que va entendre le vétérinaire. Il y aura encore plus au niveau de l'écoute, hein, du bruit et du... il peut augmenter le niveau. Alors vous savez que les souffles, on les note sur 6, hein, de 1 à 6. La vitesse du flux sanguin, elle est élevée chez le chaton. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le cœur d'un chaton, mais c'est assez phénoménal, hein. C'est comme le cœur d'un bébé, hein, au final, hein. C'est un rythme qui est très rapide, qui peut pulser jusqu'à 200 ppm minute, hein, 220 ppm pardon, minute. Plus le flux va être rapide, en fait, plus le chat va être stressé et plus vous aurez de turbulences audibles au niveau de l'auscultation et plus vous risquez d'avoir un chaton qui sera déclaré avec un souffle cardiaque. Si en plus de ça, il a une anémie légère ou une croissance beaucoup trop rapide, ça peut accentuer en fait l'effet de souffle cardiaque à l'écoute également. Mais c'est un petit peu moins. Les conséquences, la plupart du temps, alors ça, je ne vous ai pas dit aussi. Le souffle juvénile est en général d'intensité de 2 sur 6 maximum. Ça dépasse rarement ça, hein. La plupart du temps, il disparaît naturellement. Exceptionnellement, si le souffle persiste ou s'aggrave, il peut révéler une malformation congénitale. Ça, on en reparlera juste après. Avec des communications interventriculaires, des sténoses pulmonaires, etc. Si le souffle disparaît à 6 mois, tout va bien. S'il persiste au-delà de 6 mois, il faut surtout, et s'il devient plus intense aussi, hein, au niveau de... s'il dépasse le 3 ou le 4, il faut aller voir absolument un cardiologue et faire une échographie, même sur un tout petit chaton, hein, c'est totalement faisable. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Donc la plupart du temps, sur un souffle juvénile, il ne faut pas vous affoler, vous aurez quasiment aucun... Il y a aucun... il n'y aura rien dans le futur. Ça va passer à 5-6 mois et ce sera terminé. Le chaton n'aura plus jamais rien. Exceptionnellement, si le souffle persiste, ce que je vous disais, ou s'aggrave, vous l'emmenez consulter absolument. Il n'y a pas de retentissement clinique immédiat. Si le souffle est bénin, le chaton est normal. Il n'a pas de fatigue ni de retard de croissance, hein. C'est un souffle cardiaque qui n'impacte pas en fait, hein, sa croissance ni quoi que ce soit, contrairement à d'autres souffles cardiaques. Je vous ai fait un petit tableau avec les caractéristiques et comment différencier, hein. Donc un souffle innocent, il sera toujours faible, il est inférieur à 2 sur 6. Certains vétérinaires admettent jusqu'à 3 sur 6, hein,
pour le souffle juvénile. Il disparaît toujours entre 4 et 6 mois et ça devient un murmure qui s'éteint en fait au final. S'il est pathologique, il peut démarrer à 2 sur 6. Ça c'est pas... voilà. Il peut démarrer à 2 sur 6, mais si durant les 6 premiers mois, il augmente ou si il est au-dessus de 3, c'est un et si comme symptôme vous avez la fatigue, des retards de croissance, de la tachypnée, une malformation possible, c'est une malformation possible en fait, hein, comme les sténoses pulmonaires ou la communication interventriculaire. Et là, c'est une cendre qui couve. Est-ce que ça va pour vous, les gènes récessifs et dominants? Ou est-ce que je vous refais, parce que en fait, c'est assez lié et on va en parler tout le long en fait, hein. C'est bon pour vous? Gène récessif dominant? Il n'y a plus personne qui parle. Ok, on avance. Donc, chez certains chatons, le cœur chuchote beaucoup trop vite. En fait, c'est ce qui se passe, hein. Et du coup, comme il bat beaucoup trop vite, comme un feu qui crépite, hein, avant de se stabiliser, ce murmure disparaît souvent avec la croissance. Mais si le souffle persiste, il ne s'agit plus d'un murmure, hein, mais d'un signal que le cœur garde une faille silencieuse. Et donc là, il ne faut pas hésiter. Oui, oui, si vous avez un souci avec gène récessif et gène dominant, faut pas hésiter à me le dire. Moi, ça me dérange pas. Et il vaut mieux l'avoir compris parce que c'est assez lié avec les souffles cardiaques et avec la SMA et la PKD et la PKDF, pardon, surtout. Donc, il faut que ce soit vraiment quelque chose que vous ayez bien compris. De toute façon, je m'arrête et je reviens, hein, si je vois que pour vous, c'est pas OK. Je redis quoi? Je redis. Hop, on va prendre l'image suivante. C'est Rhaenyra qui est enceinte. Du coup, un gène récessif. C'est un gène qui a besoin d'être présent 2 fois. Donc, vous savez que les gènes sont donnés 50% par la maman, 50% par le papa. Vous avez des gènes dominants qui vont s'exprimer, mais il vous en faut qu'un pour qu'ils s'expriment sur l'enfant. Par contre, un gène récessif, il faut absolument que le papa et la maman donnent ce gène-là, qui soit présent 2 fois chez l'enfant pour que le gène s'exprime. Alors, ce qui se passe dans des lignées consanguines, mon cheval de bataille, vous avez l'ICOS que vous regardez tout le temps quand vous allez sur Popeds. En fait, ça vous donne le pourcentage de gènes, cet ICO, que vos chats ont, de gènes récessifs et d'homozygosie. Super. Donc du coup, en fait, plus votre chat va être consanguin, plus vous avez de chances que les gènes récessifs se rencontrent et donnent des choses qui peuvent être très bonnes, comme, je sais pas moi, une couleur qui avait été oubliée, comme je sais pas, on en a déjà parlé, comme le color point. C'est des gènes récessifs, donc bah, voilà, un chat qui avait une lignée où il y avait du color point rencontre, même si c'est un Maine Coon, rencontre un autre Maine Coon qui avait lui aussi un gène récessif, un color point, et ça va vous donner un chaton color point alors qu'on n'en a pas vu depuis. Bon, il y en a un petit peu plus en ce moment. Ça, c'est des gènes récessifs qui ne s'exprimaient pas avant, qui ne pouvaient pas s'exprimer parce qu'il fallait en fait le bon papa et la bonne maman pour que ces deux gènes se rejoignent. Et là, toutes les maladies qu'on va voir dans le live de mardi et jeudi, en fait, proviennent de gènes récessifs la plupart du temps. C'est-à-dire, c'est des choses que vous ne pouvez pas voir. Et ça ne veut pas dire non plus quand vous faites bonsoir, Chatterie des Kouniques, je crois que c'est Cindy, c'est ça. Ça ne veut pas dire en fait que votre mâle ou votre femelle, ça ne va pas. Ça veut juste dire que ce mariage-là, il ne faut pas le refaire. Vous voyez ce que je veux dire? En tant qu'éleveur, c'est ça en fait, hein. Quand vous avez des gènes récessifs qui se rencontrent, faut vous dire au final que il vaut mieux pas refaire ce mariage, marier votre femelle avec un autre mâle ou votre mâle avec une autre femelle, regardez si le problème revient. Si le problème revient là, effectivement,
il y a un gros souci. Mais si le problème ne revient pas, c'est que vous aviez affaire à deux gènes récessifs et que ces deux chats-là ne sont pas faits pour être mariés ensemble. Si le gène récessif est mauvais, s'il est bon, et bien effectivement, vous pouvez totalement continuer de les marier ensemble. Parce que les gènes récessifs, on ne sait pas, ils peuvent être bons ou mauvais. Donc du coup, je ne suis pas avec vous. Pareil, je me suis pris car non, ça va. Donc du coup, vous pouvez totalement avoir des bons gènes et des mauvais gènes. Ça va mieux comme ça pour gènes récessifs et gènes dominants? Vous me dites. Nickel, parfait, parfait. Bonsoir Dadou, qui est reparti, je crois. J'ai dit trop tard bonsoir, il est parti du coup. Non, il est là. Bonsoir Dadou. Ok, donc ça vous maîtrisez parce qu'on va parler que de ça aujourd'hui et jeudi, hein. On va parler que de gènes récessifs. Alors, le souffle congénitaux, c'est certains murmures qui naissent avec eux qui ne s'éteignent jamais. Un souffle congénital, c'est un bruit cardiaque qui est anormal, qui est présent dès la naissance, hein, du chaton et qui est causé par une malformation structurelle du cœur, hein, ou des gros vaisseaux. Ça peut être aussi les vaisseaux, ça peut se produire au niveau des artères, hein. Donc voilà, c'est pas que le cœur, hein, qui est en cause, hein. Contrairement au souffle pardon, juvénile, j'en connais qui vont se marier encore, au souffle juvénile, euh, il est fonctionnel, qui est fonctionnel et transitoire. Ça, les souffles congénitaux, c'est des anomalies qui sont permanentes en fait, hein. Ça va rester et tout le long de la vie du chat. Ce qu'on sait, il faudra peut-être que j'avance. Ce que l'on sait, c'est que les souffles congénitaux félins sont rares. C'est moins de 1% des chatons. Ça va vous rassurer. Je vous vois d'ici déjà souffler, surtout certains qui sont hyper stress, je sais, avec leurs chatons, n'est-ce pas Christelle? Donc en général, les souffles congénitaux félins, ça touche qu'1% des chatons qui naissent. Donc ça, c'est plutôt cool. Les anomalies qu'on va retrouver le plus fréquemment dans ces anomalies congénitales, on va avoir la sténose pulmonaire. C'est une obstruction à la sortie du ventricule droit. On va avoir des problèmes de communication interventriculaire. Vous inquiétez pas, on va tout voir après, hein. Vous avez des communications interventriculaires, on appelle ça des CIV. C'est un trou entre les deux ventricules, hein. On a une persistance du canal artériel aussi comme malformation. C'est une liaison fétale qui ne se ferme pas, en fait, au final. Et plus rarement, on va avoir des sténoses aortiques et des malformations complexes. Alors moi, je vous dis, enfin, je sais pas, vous savez que je suis assez cash. Moi, j'ai déjà eu une sténose aortique sur un chaton. Et il s'avère, oui, qu'effectivement, c'est un gène récessif. Cette femelle, c'était sa 4e ou 5e portée, donc je savais qu'elle ne faisait jamais de soucis sur des chatons. Elle faisait jamais de problèmes cardiaques sur des chatons. Et à son 5e mariage, il y a eu un souci. Il y a eu 2 chatons sur la portée qui ont eu des sténoses aortiques. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça veut dire que, ben, en fait, ce mâle et cette femelle, c'était leur premier mariage. Vas-y, Dadou, popcorn et coca, puis tu me gardes du coca pour tout à l'heure après le lait, je crois que j'en aurai besoin. Ça veut dire que ce mariage ne devait pas être refait, et il n'a jamais été refait, et tous les chatons ont été replacés, voilà, gratuitement. Par contre, ils ont eu une vie normale puisqu'ils ont été dépistés très jeunes et très vite, hein. Ça aussi, c'est important. Pardon. Les conséquences des souffles congénitaux, il faut que Christelle bouche ses oreilles. C'est qu'un pour cent de la population. Coucou ma Serenity. Il faut qu'elle bouche ses oreilles parce que sinon elle va stresser. L'intensité et la gravité peut être très variable sur les souffles congénitaux. Certaines CIV sont petites. On va avoir des chats asymptomatiques, pardon, avec des souffles qui sont audibles mais une vie totalement normale. On peut avoir des sténoses qui sont hyper sévères avec des insuffisances cardiaques, mais assez graves, des souffles audibles très importants et des morts précoces. Sur les sténoses, on est un petit peu plus... Enfin, c'est voilà, on va le revoir, hein, juste après.
Les symptômes possibles, souvent sur des souffles congénitaux, vous allez avoir souvent des chatons avec des retards de croissance, des tachypnées, des cyanoses, des syncopes, hein, et des risques d'endocardite, c'est-à-dire une infection sur les valves qui sont anormales, hein, qui sont mal formées. Donc on va vous présenter la sténose pulmonaire. C'est un rétrécissement à la sortie du cœur au niveau droit. Le sang, il passe plus difficilement vers les poumons. Le souffle fort, on l'entend très fort, ça veut dire que vous allez souvent avoir un souffle qui est de 4 ou 5, hein. Le chat est vite essoufflé, il est parfois léger et toléré, parfois grave. La vie du chat est toujours raccourcie dans le cas d'une sténose. Toujours. Il n'aura pas une vie aussi longue qu'un autre chat, en fait, au final, hein. Ensuite, on a la communication interventriculaire. Donc, c'est un petit trou entre les deux ventricules. Le sang circule au mauvais endroit puisqu'il passe entre le ventricule droit et le ventricule gauche, donc entre le sang propre et le sang sale. Tout se mélange, en fait, au final. Si le trou est petit, bah, le chat pourra vivre ce que je vous disais normalement. Si le trou est grand, il aura beaucoup de fatigue, un retard de croissance et ça devient un risque vital pour sa vie, hein. On a une persistance du canal artériel. C'est un canal qui relie le cœur à la aorte pendant la vie fœtale. Normalement, il se ferme à la naissance et il peut parfois rester ouvert. Donc, quand il reste ouvert, vous allez avoir des fuites de sang, des souffles continus, avec des risques d'insuffisance cardiaque qui sont précoces, hein. Ça arrive assez tôt. Je rappelle à tous ceux qui stressent que ça ne représente que 1%, ces atteintes-là. Et on a en fait la sténose aortique, ce que moi j'ai eu sur 2 chatons. C'est un rétrécissement à la sortie du cœur gauche. Le sang a du mal à rejoindre le corps. Le souffle, il est puissant. Vous avez des syncopes possibles. Il peut y avoir des formes légères qui sont tolérées, des formes sévères, où là, c'est la mort subite du chaton, hein. Ça va? Vous voulez qu'on revienne sur une des formes ou ça va? Je pense que ça a l'air d'aller. J'ai une copine, hein, qui écoute le cœur de... Moi j'entends rien, hein. J'entends rien. Alors, c'est quoi le rôle de l'éleveur quand il y a un souci, en fait, hein? Prévenir, bah, c'est difficile parce qu'on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le prévoir, on n'est pas dans le corps de l'animal. Et la plupart des cas sont sporadiques, hein. C'est ce que je vous rappelle, c'est quand même quelque chose qui est pas fréquent. C'est 1% des naissances, donc voilà, c'est pas non plus énorme. Ce que peut faire l'éleveur, en fait, c'est agir. Prévenir, on ne pourra pas. Il faut arrêter, Christelle, il faut voilà, pas te mettre Martel en tête du tout, parce que quoi qu'il arrive, tu ne pourras rien faire. C'est comme ça. Par contre, on peut agir, c'est-à-dire détecter précocement par auscultation systématiquement chez le vétérinaire. Bon, en général, ils le font, hein. C'est la première chose qu'ils font. C'est non, il ne faut pas dire ça, Cyril, elle va le voir et ça y est, elle va être en panique totale. Christelle va être en panique totale. Non, mais on a tous nos 1%, hein. De toute façon, moi je l'ai eu. Je pense qu'on va, voilà, on y passe tous un petit peu. Après, voilà, il faut agir et le voir tôt. En fait, voilà, il faut détecter le plus tôt possible. Ça, c'est votre vétérinaire avec son stéthoscope, effectivement. S'il vous apprend à comment écouter un cœur, vous pouvez le faire vous au domicile. Il faut faire des échocardiographies si vous avez le moindre doute. Ça permet de différencier en fait un souffle innocent d'un souffle congénital. Moi, en fait, la petite, elle s'appelle Salem. Quand on a entendu un souffle cardiaque sur Salem, son frère, on l'a entendu un petit peu plus tard. C'était en décalé, hein. Euh, Ah bah alors voilà. Bon, c'est parfait. Je pensais que c'était l'autre. Sur Salem, on a entendu un souffle cardiaque qui était assez fort, puisqu'il a été noté de 4 sur 6. C'est pas non plus catastrophique, mais c'était quand même assez fort. Elle avait 2 mois et demi. On est parti chez le cardiologue la semaine qui suivait, et de suite, la cardiologue m'a annoncé que c'était une sténose aortique.
On l'a vu, mais tout de suite. Ça, faut pas hésiter. Je vous dis, si vous avez un bon cardio, il peut le voir, mais vraiment assez rapidement. Et il n'y a rien à faire. En fait, pour la sténose aortique, on n'a rien fait. Il faut juste laisser le chaton grandir. Et dans la plupart des cas, ça se passe bien. Il faut savoir quand même que c'est des chatons que vous ne pourrez pas vendre, évidemment, le même prix que les autres. Pour ceux qui se posent la question, moi, je les donne perso. Euh, et il aura un traitement, en fait. C'est pour ça. Il faut que, voilà, quand vous donnez, même si vous le donnez, même si vous le vendez, quoi que vous fassiez avec ce chaton, ou si vous le gardez, hein, c'est un chat qui aura tôt ou tard un traitement. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte et bien avertir les adoptants. Évidemment, on évite la reproduction avec un chat qui porte une anomalie congénitale cardiaque. Hein. Au cas où il y en a qui se posent la question. J'espère que non, mais bon. Et il est important, en revanche, de surveiller les lignées, hein, noter tout cas et informer les adoptants, même ceux qui ont acheté avant. Ça, on n'y pense pas toujours, mais il faut toujours le dire, et ça dans un souci de transparence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites deux portées, tout se passe bien. Troisième portée, vous avez une sténose, peu importe, une des formes que je viens de vous citer. Vous devez absolument avertir si c'est les mêmes parents. Je dis bien, père, mère, vous devez avertir tous les gens où vous avez déjà vendu des chatons avec ce mariage-là. Vous devez les avertir qu'il y a un souci sur la lignée et que le cœur est à écouter absolument au minimum une fois par an. Écoutez, hein, c'est-à-dire juste aller chez le vétérinaire et vérifier au moment des vaccins que le souffle est bon. Normalement, ils le font, mais bon, le fait d'avertir, ça met quand même en confiance entre voilà, l'éleveur et l'adoptant. Et c'est le minimum à faire. Bien évidemment, il faut éviter les mariages trop consanguins, puisque souvent, ce sont des gènes récessifs qui vont être mis en relation ensemble. On observe les descendances, c'est-à-dire les frères et sœurs, voir si ça arrive pas plus tard, au final. Si une malformation congénitale apparaît aussi dans une portée, il faut être très vigilant à ne pas reproduire le même mariage, hein, voire écarter un des deux parents suspects si ça continue avec d'autres mâles ou femelles. Ça, c'est ce que je vous disais. Ça va toujours? Tu suis? Parfait. Ça va, t'es pas en stress? T'as pas les mains qui tremblent? Je suis méchante. Ok. Non, pas tous. Pas tous, mais la majorité en fait. C'est pour ça que c'est important. Juste les mêmes moites, non, mais ça va. C'est pas, oui, mais, oui. C'est la majorité quand même. C'est vraiment des gènes récessifs qui se rencontrent. Et alors le pire, je crois que, je sais pas si Christelle elle va rester, le pire c'est jeudi et vendredi. Ah, c'est jeudi, pardon, le live de jeudi. Là c'est encore pire. On voit vraiment que les gènes récessifs peuvent être vraiment très, très violents. Les souffles congénitaux, du coup, ce n'est pas des murmures passagers, ce sont des failles, hein, de réelles failles qui sont inscrites dès la naissance. Ça répond aussi à ta question. C'est hérité au hasard, ça vient parfois du sang. Certaines restent discrètes, presque silencieuses. Hein. D'autres condamnent le cœur à brûler beaucoup trop tôt. Et en tant qu'éleveur, nous n'avons qu'un choix, c'est voir, écouter, ne surtout jamais fermer les yeux et ne jamais transmettre cette fragilité. Ce que je vous disais, on retire tout reproducteur qui peut donner naissance à des malformations cardiaques. Tout. Même si ce n'est pas une HCM. Tout reproducteur doit être retiré pour sténose, sauf si c'est un mauvais mariage. Ou là, si vous savez que votre femelle a déjà donné des bébés sans problème. Mais si ça se reproduit, on retire. On ne cherche pas à reproduire des chats comme ça. C'est donner encore plus de fragilité. Hein. Je vous ai pas mis celle-ci. Alors,
Si le souffle est léger, s'il est discret, vous avez un chat qui est sans symptômes et qui aura une vie quasi normale. Si le souffle est modéré, alors discret, ça va être 1, 2. Hein. S'il est modéré, 3, 4. Le souffle est marqué, il fatigue à l'effort, il a une vie légèrement raccourcie. Si le souffle est sévère, il est puissant, 5, 6. Vous avez des syncopes et vous avez une mort précoce. Je rappelle que c'est rare chez le chat, que ça ne concerne que 1%. Je vais lui répéter jusqu'à la fin du live. Alors, je vous ai fait un petit encart. J'ai rien écrit dessus, mais je vous ai fait la fiche. Il y a des études qui tendent, je pense que je ne vais pas me faire des copains ce soir, il y a des études qui tendent à montrer, surtout chez le chien. Alors, voilà, c'est surtout chez le chien. Il y a des études qui tendent à montrer qu'il y a des liens aussi avec l'alimentation au niveau de certains souffles. Chez le chat, on suspecte, mais on n'en est pas sûr à 100%. Et c'est surtout l'alimentation sans céréales, riche en légumineuses. On suspecte des maladies cardiaques qui sont validées comme semblant à des cardiomyopathies. Hein. Ce sont des cas qui sont encore rares, mais qui sont là, il faut le savoir. On a aussi, je parle de croquettes sans céréales toujours, des pathologies rénales qui sont aggravées, qui aggravent aussi les dysfonctionnements qu'il peut y avoir chez un chat qui est déjà atteint de PKD. Si la nourriture est riche en phosphore, ça peut aggraver aussi les maladies que vous trouvez chez votre animal dès la naissance. Et ce qui est super important, c'est la taurine. La taurine, le chat ne peut pas la synthétiser lui-même. Ça, c'est super important à retenir. Le chat ne synthétise pas la taurine et c'est indispensable pour la santé de son cœur, la taurine. Il doit y avoir au minimum 250 mg par 100 g de matière sèche de taurine dans vos croquettes. S'il n'y a pas ça et que vous voulez conserver ces croquettes, il faut acheter de la taurine. Ça peut se trouver sur Zoo Plus hein, même. Et ne pas hésiter à en rajouter à la ration de votre animal. Alors, c'est pas prouvé, mais il y a plusieurs pistes. Hein. Ça va? Donc, la consanguinité, elle n'invente rien, hein, elle révèle. En fait, quand vous mettez deux flammes qui ont un petit souci, qui portent en silence la même étincelle, eh bien, leur union peut allumer un feu invisible qui va consumer toute une portée dès la naissance. Donc, bien faire attention à ça. On va passer au second chapitre. Bah, l'image, elle est pour couette de chat. Cadeau. J'ai oublié son nom encore, couette de chat. Parce qu'on en a parlé toutes les deux par téléphone et elle m'a dit le nom, mais j'ai complètement zappé. Je suis désolée. On va parler des souflakis. Ça fait presque Dothraki d'ailleurs. Mais j'ai pas réussi à faire des images de Dothraki. Ouais, c'est Tiwin, merci. Merci chérie. Souflaki, je trouve que ça ressemble à Dothraki. J'ai pas eu le droit d'avoir d'images avec des Dothraki parce que voilà, ça... c'était les Dothraki, ça fait trop guerrier, trop pas gentil, donc ils n'ont pas voulu les faire. Ils sont pas gentils. Définition. Un souflaki, c'est un souffle qui apparaît au cours de la vie du chat, qu'il soit adulte ou âgé. On n'est plus du tout sur les souffles qu'on a vus tout à l'heure. Salut Tim. On est Tywin. Ouais, mais je me rappelle plus son prénom. Les souflakis, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est sur des chatons du coup. Et là, on est sur des souflakis, donc c'est sur des chats qui sont adultes ou âgés. On change de registre. Un souflaki, il apparaît au cours de la vie donc du chat adulte ou âgé, alors que le cœur était normal à la naissance. Non, c'est Tywin Lannister, mais non, n'importe quoi, c'est pas Tywin Lannister. On va devoir re-regarder Game of Thrones, je te préviens. J'ai un doute. Oui, c'est dans Game of Thrones. Oh, j'ai eu peur d'un coup. Le souflaki est souvent la conséquence d'une maladie cardiaque ou systémique, hein, qui modifie le flux en fait sanguin et crée des turbulences au niveau du cœur. Et je ne sais pas si ouais, je vais vous le remettre. Au niveau du cœur, c'est toujours ces mêmes zones hein, qui reviennent souvent. C'est tout le temps, enfin pas tout le temps, pardon. La plupart du temps, ça va être au niveau des valves. Hein. C'est les zones que vous avez là en rouge. Hein. Souvent, ça va se passer à ce niveau-là. Ou si le cœur il serre trop fort aussi. Ça arrive. Je suis partie où? Hop.
Là, vous avez une image. Bon, je vous ai pas remis des cœurs disséqués. Hein, j'ai pas repris des cœurs de nécropsie parce que vu que la dernière fois, je me suis pas fait allumer, donc je me suis dit on va pas retenter l'expérience hein, de montrer des cœurs. Vous avez un cœur pardon jeune et sain contre un cœur vieux et malade. Avec la définition du souflaki, donc vous voyez la différence. Ce qu'on sait, en revanche, les souflaki sont plus fréquents que les congénitaux. Pardon Christelle, non, je ne cherche pas à te faire stresser. Donc ça arrive plus tard dans la vie du chat, mais c'est beaucoup plus fréquent au final. Ils peuvent être soit fonctionnels et transitoires, hein, liés à une maladie. Hein, s'il a une anémie ou une hyperthyroïdie, le cœur va pomper beaucoup plus et du coup, ça va générer un passage où vous allez avoir un souffle cardiaque, mais qui n'est pas systématique, qui ne va pas rester, qui va rester le temps d'une maladie. Ça peut durer 15 jours, 3 semaines. Hein. Moi, je l'ai eu sur un de mes malins une fois. Il n'est pas passé à son écho. En plus, il faisait son écho cardiaque qu'on fait tous les 2 ans. Et pardon. Il n'est pas passé. Je croyais que j'avais coupé le son. Désolé. Il n'est pas passé à l'écho pour. Il a été défini borderline, c'est-à-dire il dépassait de 0,01 millimètres. Enfin, je ne crois pas que ce soit des millimètres au niveau du corps, mais bref, vous m'avez compris. Et en fait, il s'est avéré qu'il était un petit peu malade et stressé. Et, on a refait l'écho 4 mois plus tard et il allait très bien. Donc voilà, vous pouvez avoir des souffles voilà, qui vont durer juste un petit moment et qui vont passer assez vite. Et vous pouvez avoir des problèmes qui sont ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des valves, hein, surtout au niveau du muscle, c'est quand le cœur, voilà ce que je vous disais, se contracte beaucoup trop fort ou les parois deviennent trop dures. Ça correspond un petit peu à une HCM, mais c'est pas vraiment une HCM. Hein. Et vous pouvez avoir aussi au niveau des vaisseaux qui s'écrasent. C'est comme les humains en fait. Hein. Vous allez retrouver à peu près les mêmes choses que chez les humains. Les causes principales d'un souflaki, je crois vraiment que ça ressemble trop à Dothraki. Je crois que je l'ai mis. Non, je l'ai pas mis. J'aime bien Khal Drogo en fait. Plus le grand méchant que je vous ai montré tout à l'heure. Les causes principales des souflaki. Je vais rester bloqué sur souflaki toute la soirée, je crois. Vous avez souvent la HCM. Hein, c'est un souflaki qui est évolutif. Hein. Ça rentre dans les souflaki, la HCM. Quand elle n'arrive pas à la naissance. Hein. C'est un souffle qui est acquis mais qui est évolutif. On a aussi des maladies valvulaires hein, qui sont rares chez le chat mais qui sont possibles. Vous avez l'hypertension qui provoque une rigidité au niveau du cœur. Hein. Ce que je vous disais, le cœur devient plus difficile, le muscle est plus dur. C'est un petit peu... voilà. Le muscle est plus dur, il a du mal à se contracter, le sang part pas correctement et ça va créer là aussi un souffle. Vous avez toutes les myocardites, hein, c'est-à-dire des inflammations du cœur aussi, hein, qui peuvent créer ces souffles acquis. Comme ça, c'est mieux. Et vous avez les causes extracardiaques, mais qui restent fonctionnelles. L'anémie, on y revient. Un chat anémié va pomper beaucoup plus, son cœur va pomper beaucoup plus pour le maintenir un petit peu en forme. Et du coup, ça va créer en fait des flux turbulents au niveau des valves. Donc, on va entendre une espèce de reflux sanguin à l'écoute. Hein. Vous avez l'hyperthyroïdie qui fait battre aussi le cœur beaucoup plus vite. Et vous avez ce que je vous disais tout à l'heure, la fièvre, les infections et les déshydratations sévères. Déshydratation sévère, ça c'est super important à surveiller. Hein. Qu'est-ce que j'ai marqué en bas? Une connerie. Pardon, une bêtise. Regardez pas le 2 en bas, c'est n'importe quoi. Je me suis trompée sur ma fiche. Les conséquences. Si vous tombez sur un souffle qui est fonctionnel, ça va disparaître parce que la cause va être corrigée. Par exemple, si c'est une anémie, vous corrigez l'anémie, le cœur va recommencer à battre correctement. Si vous avez un souffle lié à une maladie cardiaque, c'est un signe de décompensation progressive. Et là, dans ce cas-là, si vous traitez avec des médicaments, il en existe quand même pas mal à l'heure actuelle, vous allez pouvoir... le chat va pouvoir continuer sa vie un petit peu plus longtemps. Il y a de très très bons traitements en plus maintenant. Hein.
Les risques, en fait, c'est enfin, ce qui est risqué, en fait, dans les cas de souflaki, c'est qu'il y a une intolérance à l'effort, une insuffisance cardiaque qui est congestive avec des, dys- des dyspnées, pardon, des œdèmes pulmonaires aussi, ce qui est moins sympa. Et bah, surtout, le pire qui puisse arriver, c'est une mort subite du chat. Vous vous levez un matin et voilà. Les durées de vie selon les cas. Sur un souffle fonctionnel, le pronostic est excellent, la vie est normale une fois que la cause est traitée. Vous l'oubliez ce souffle-là en fait, hein, il revient, enfin il peut revenir, mais une fois que vous traitez une anémie ou un autre problème de maladie, après ça va. Si c'est un souffle qui est lié à une HCM ou à une cardiopathie, pardon, le pronostic est très variable. Certains chats vivent longtemps stabilisés, hein. Vous pouvez avoir des chats qui vont vivre jusqu'à... Moi, j'en ai eu une hein, en pension, elle a vécu jusqu'à 17 ans. Ça va rassurer Christelle. Voilà, elle avait son traitement cardiaque à prendre tous les jours et elle a vécu jusqu'à 17 ans. Et sans souci et en très très bonne forme. Si c'est des souffles qui sont liés à des hypertensions ou à des hyperthyroïdies, ça dépend du contrôle de la maladie primaire. Ça dépend comment vous suivez votre animal en fait, hein, et comment il est suivi par le vétérinaire. Alors comment on agit nous en tant qu'éleveurs? Prévenir, bah, toujours pas, hein, parce que ben, ce sont des maladies acquises, certes. Elles sont souvent à cause de l'âge, du terrain et de pathologies associées, hein. C'est la vie de l'animal, ça on peut pas, en tant qu'éleveur, on peut pas agir là-dessus, on peut pas prévenir du tout là-dessus. Agir comment? On reste sur la même chose, hein. Des auscultations de façon régulière, des échographies au moins tous les 2 ans, même chez les particuliers. Ça, il n'y a pas beaucoup d'éleveurs, mais même les particuliers doivent faire des échos. Et moi, je sais que dans mes contrats, je demande d'avoir les retours des échos cardiaques des chats vendus en compagnie. Ça aussi, hein, c'est une mine d'infos fabuleuse et ça vous montre le suivi de quasi tous les chatons. Alors, tous les adoptants vont pas le faire, certes, mais ceux qui le font, les retours que vous avez, ça rajoute en fait à la sécurité que vous pouvez avoir au niveau de l'étude du cœur de vos lignées, en fait, hein. Vous me suivez ou c'est pas très clair? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, le fait, plus vous avez de renseignements, vous avez vos repros où vous faites des échographies et des auscultations, mais le fait d'avoir des retours d'adoptants, du coup, ça grossit en fait l'étude que vous avez au niveau de votre lignée et ça peut vous montrer à quel point votre lignée est stable au niveau cardiaque, surtout chez le Maine Coon où le cœur est quand même un sujet compliqué et assez fragile. Donc pas hésiter voilà, à demander à vos adoptants de faire régulièrement des échos. Ouais, c'est mieux en plus court, hein, du coup, j'ai l'impression. Il faut pas hésiter à parler de ça à vos adoptants, même si ça rajoute des frais, de faire une petite échographie. Alors, ils sont pas obligés de faire comme nous, éleveurs, hein, mais au moins tous les 3 4 ans, c'est plutôt pas mal, hein. Il faut informer les adoptants hein, si un chat reproducteur développe un souffle. C'est pareil, c'est comme tout à l'heure. Si votre chat, vous gardez votre chat, il déclare un souffle acquis à 6 ans, mais il a eu, moi je sais pas, 6 portées, j'ai ramené n'importe quoi. Bah, si c'est un mâle, oui, 6 ou 7 portées. Si c'est une femelle, elle a dû en avoir 3, 4. Faut appeler tous les adoptants parce qu'il faut qu'ils surveillent leur animal du coup. Ça veut dire que potentiellement, les chatons que vous avez vendus pourront développer des souffles acquis. D'autres acquis. Oh, j'adore. Euh, je m'éclate toute seule. Oui, tu auras droit à du champagne, Christelle, il n'y a pas de souci. Et j'ai même pas fini de monter les meubles en plus. Je continue après le live, ça va être marrant. Il faut pas hésiter, pareil, gestion du cheptel, hein. Éviter de reproduire sur des lignées où les souffles acquis cardiaques sont fréquents. Ça, c'est quand vous achetez, vous, jeune éleveur, je sais qu'il y en a plusieurs sur le live, quand vous achetez vos repros, faut pas hésiter à demander à l'éleveur à qui vous achetez. Je commence à rigoler parce que je sais qu'il y en a certains qui vous diront non, non, tout va bien chez moi.
Mais pas hésiter, en fait, à poser des questions, les reposer dans un autre sens, faire limite une enquête, quoi, en fait. En fait, il faut pas hésiter à poser la même question de 4 façons différentes parce que tôt ou tard, il y a quelque chose qui va transparaître. C'est méchant, hein, mais voilà. Si l'éleveur à qui vous achetez vos futurs repros est sympa, il vous le dira. Sur telle ou telle lignée, il y a eu des soucis, mais faut pas se voiler la face. La plupart vous diront rien du tout, ils vous diront que tout va bien. Donc n'hésitez pas. Oui, tu as un manque de transparence qui est assez phénoménal, hein. Alors que c'est pas la faute de l'éleveur en fait. Un souflaki, c'est la vie de l'animal. C'est comme si, je sais pas moi, votre mari décède d'une crise cardiaque et vous vous en prenez à ses parents. Oui, c'est ça. Pas hésiter à faire la même question, mais dans 4 sens différents et limite enquêter, oui. Oui, parce que tôt ou tard, il y aura, enfin, la personne en face va se faire avoir et dira un petit peu la vérité. Oui, il va être sûr de vendre. Mais alors, je m'étais énervée il y a deux trois lives sur les jeunes éleveurs qui ne savaient pas sélectionner. Euh, je m'excuse, je voulais pas dire ça. Enfin, je voulais pas le dire comme ça. En fait, ce que je voulais vous expliquer, c'est que au final, vous êtes jeunes éleveurs. Il y a beaucoup d'anciens éleveurs, entre guillemets. En fait, ce jeune éleveur et ce ancien éleveur, j'aime pas trop. Mais il y en a beaucoup aussi qui vont vous vendre des rebuts parce que oui, pour vendre. Mais ils savent très bien qu'ils vous vendent des chatons qui sont pas bons pour la repro. Et ça aussi, c'est inadmissible, hein. Donc s'il y a des problèmes de sélection, c'est pas toujours la faute des jeunes éleveurs. Je reviens là-dessus parce que je voulais vous le dire la semaine dernière et j'ai oublié. Je voulais juste dire que voilà, il y a pas, c'est pas sympa parce que personne y met du sien et quand vous, voilà. Normalement, quand vous achetez à un éleveur plus ancien, vous êtes censé pouvoir lui faire confiance et qu'il vous donne un chaton qui. Mais non, mais dis pas oui, ne pas faire confiance. Faut quand même, il y a encore un petit peu de d'humanité chez les gens quand même. Enfin, faut espérer. Oui, 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 oui. C'est pour ça que je vous dis, le standard illustré sur le loft, c'est plutôt sympa parce que pour les jeunes éleveurs, ça leur permet d'avoir un appui visuel de ce que doit être un Maine Coon. Après, ne pas oublier qu'il ne faut pas non plus qu'il soit exactement le reflet du standard du Maine Coon parce que vous allez le travailler et ça, c'est votre travail d'éleveur. C'est votre travail d'éleveur en fait. Donc en fait, il faut vous dire que vous pouvez toujours améliorer vos femelles par rapport aux mâles que vous choisirez, etc. Travailler comme ça. Après, un chat qui est pas dans le standard ou qui est un petit peu limite avec le standard peut donner de très très beaux chatons, hein. Parce que c'est pareil, il y a des gènes récessifs, il y a de bons gènes récessifs, hein. On va revenir sur ces gènes récessifs tout le long, là, mardi et jeudi. Mais ces gènes récessifs peuvent donner de très belles choses en fait quand vous mariez. Après, il faut trouver les deux petites flammes qui s'assemblent bien ensemble. Par contre, ça c'est autre chose. Ça c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas le savoir avant. Mais vous pouvez avoir des petites merveilles qui ressortent de... Oui, voilà, il faut qu'ils soient complémentaires. Vous pouvez avoir deux merveilles qui sortent de chats qui sont plutôt moyens. Mais oui, c'est pas les jeunes éleveurs, voilà, c'est un système plutôt, c'est un système qui est mal fait. euh, et ça, c'est dommage. C'est dommage où certains veulent garder leur lignée, certains veulent protéger, et à force de protéger, ben ils risquent de perdre tout en fait. Je ne sais plus où j'en étais. La gestion du cheptel pour les souflaki, pour les dothraki. Il faut éviter donc de reproduire sur des lignées où les souflaki cardiaques sont fréquents et suspects. En fait, quand ils sont fréquents sur une lignée, ça veut dire que c'est sûrement un gène récessif qui est présent. Ouais, mais quand tu as... alors normalement, Cyril, quand tu as des chats qui sont à 15% d'ICO et à 30% de clones, tu n'es pas censé avoir des moches. Je dis bien censé, hein. Après, tout peut arriver. Mais c'est rare quand même, hein. C'est pour ça que je vous disais que vu les taux de consanguinité actuels du Maine Coon, on devrait n'avoir que de beaux Maine Coon. Or, on voit de plus en plus de Maine Coon moyens. Ça, c'est plutôt inquiétant. Et ça, c'est un problème de sélection ou autre, je ne sais pas. Ou oui, ou voilà. Ou un problème de système, ce que je vous disais. Ou imposer peut-être le système de notation
le SQR pour tout reproducteur, ça pourrait être pas mal. Moi, je suis pas totalement contre, hein. Du moment qu'ils acceptent la polydactylie, évidemment. Parce que pour l'instant, si vous avez un polydactyle, il ne pourra pas rentrer en SQR. Et enfin, pour terminer, la surveillance des chats reproducteurs adultes, il faut faire évidemment une auscultation minimum une fois par an sur vos chats reproducteurs. Auscultation, c'est-à-dire juste aller voir votre vétérinaire. C'est bon? On peut continuer? Alors, les gènes identifiés. Les prédispositions au souflaki. On a des gènes identifiés qui sont rares dans les souflaki, mais qui sont quand même là. On a la HCM qui est un souflaki. Donc c'est une mutation, on a vu la semaine dernière. Alors oui, j'ai pas mis le PDF, j'ai pas eu le temps, je suis désolée, on est en train, voilà, vous avez compris, de faire des travaux chez moi. Donc j'ai pas eu le temps de vous mettre, mais je vous le mettrai. Si vous n'avez pas le PDF, mais je vais vous le mettre. Je vais vous mettre le PDF sur campsite.to slash ninwhisper. Vous aurez le PDF de la semaine dernière sur l'HCM et le replay qui va arriver ensuite sur la chaîne YouTube, dont je ne me rappelle toujours pas le nom. Ce n'est pas grave. Mais celui-ci aussi, vous aurez les deux en suivant en fait, hein. Donc l'HCM, c'est une mutation du MYBPC3 qui est connue, qui est autosomique dominante à pénétrance variable. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est pas un gène récessif, celle-ci. Par contre, c'est un gène dominant. Attention. Ça, il faut bien que ça rentre dans vos têtes, hein. Je vais vous le répéter. Quand vous recevez les résultats Génindex, Labofarm ou Antagène de vos chats, si votre chat est hétérozygote HCM, il est HCM. J'espère que ça, c'est rentré. Merci Ludine, c'est toujours toi qui mets le... c'est nin.whisper. Je ne sais jamais lequel a un point ou pas en fait. Ça, il faut bien que ça rentre dans vos têtes, hein. Un chat qui est hétérozygote HCM a la HCM. C'est pour ça qu'on ne travaille pas avec. C'est pas du tout comme la SMA et la PKD qu'on verra jeudi. Un hétérozygote HCM, on ne travaille pas avec, on l'élimine. On l'enlève de la reproduction, hein. Ne comprenez pas autre chose. On l'enlève de la reproduction, on le place dans une famille où il vivra une vie de chat très heureux sur un canapé. On ne travaille pas avec un hétérozygote HCM. Là, je vais vous faire rentrer dans le crâne, mais d'une force, parce qu'il y en a beaucoup qui confondent gène dominant et gène récessif. C'est là où on voit la différence, en fait, hein. Il suffit d'un seul gène muté pour que le chat ait la HCM. Donc, on ne travaille pas avec ces animaux-là. Je vous rappelle qu'il y a eu de grosses chutes sur la prévalence de ces chats-là. Donc, voilà, on essaye de ne pas faire un retour en arrière, hein. Oui, c'est pour ça, quand j'ai dit la phrase, je m'en suis rendu compte. Merci de me reprendre. Mais je m'en étais rendu compte toute seule. On ne l'élimine pas, on le retire de la reproduction. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Alors, quand vous avez un hétérozygote, je vous le rappelle, même si on l'a dit la semaine dernière, ça ne veut pas dire qu'il va déclencher la maladie, hein. Mais il y en a certains qui vont rester asymptomatiques, hein, mais vous avez plus de chances quand même que si vous avez un non-porteur. Ce qui explique aussi pourquoi tous les chats d'une lignée ne sont pas atteints au même degré, hein, au niveau de la HCM, hein. En fait, c'est ce qui explique ça, c'est avec les porteurs hétérozygotes, hein. Ensuite, on a les cas polygéniques complexes. C'est-à-dire l'hypertension, l'hyperthyroïdie. C'est pas un gène unique, mais en fait, ça va être une interaction de plusieurs gènes, de plusieurs maladies, d'environnement aussi, hein. C'est là où je vous disais que tout n'est pas la faute de l'éleveur, loin de là. Ça, il faut en être conscient. Vous êtes responsable de vos chatons jusqu'à leur départ. Une fois qu'ils sont partis de chez vous, vous ne pouvez plus rien sur sa vie. C'est-à-dire, s'il est dans un environnement où les gens fument dans la maison, que c'est pas aéré, s'il est dans un environnement où les gens se disputent énormément, crient beaucoup, ça va impacter la vie du chat, ça va impacter son cœur, son hypertension et tout ça. Ce qui fait que le chat
peut développer des souvlaki à partir de là. L'alimentation qu'on va lui donner, si elle n'est pas suffisamment riche en taurine, ça va déclencher une maladie cardiaque. Si elle est trop riche en phosphore, ça déclenchera une maladie cardiaque. L'éleveur n'est pas responsable de tout, loin de là. Donc il faut vraiment, ça aussi, bien sensibiliser vos adoptants là-dessus. La vie qui va influer derrière vous, ce que vous avez donné pendant 3 mois, euh, va vraiment impacter la vie de l'animal, surtout sur sa longévité. Donc vraiment, bien choisir ses croquettes, bien briefer vos adoptants, mais même si je sais qu'après ils feront ce qu'ils veulent. Mais voilà. Euh, oui, évidemment, vous avez des prédispositions familiales qui peuvent exister. Ça, oui, bah, c'est comme ça. Mais elles sont peu nombreuses en fait par rapport au reste. Vous avez beaucoup de chats qui peuvent déclencher des souffles cardiaques dus à ce qui se passe en fait dans leur environnement direct. Donc, et là, ça veut dire que la responsabilité de l'éleveur s'arrête à 3 mois malheureusement. Et ça, il faut bien briefer les gens là-dessus. Il y a tout un ensemble en fait qui fait que le chat peut déclencher des maladies cardiaques juste simplement à cause de son environnement. La cigarette est fortement, enfin, impacte fortement la vie d'un chat. Euh, c'est moche à dire, mais les disputes fréquentes impactent énormément, surtout au sein d'un couple, étonnamment, impactent énormément la vie d'un chat, surtout s'il est fusionnel avec une des deux personnes, hein. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai déjà vu, hein, des chats déclenchés, enfin des adoptants après un divorce où le chat a déclenché des maladies cardiaques. Alors, c'était pas chez moi, c'est une amie qui m'a raconté. Il y a eu plusieurs cas en fait. Voilà, ça c'est ce que vous pouvez observer, voir. Des enfants qui crient trop fort et trop souvent, ça aussi, hein. En fait, tout ce qui peut causer du stress à l'animal. Oui, ah oui, 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 les cris d'enfants. Bah, après, quand je dis les cris d'enfants, c'est les enfants ingérables qui hurlent tout le temps dans les supermarchés. Je n'aime pas les enfants. Je vais encore me faire merde. Voilà. C'est les enfants ingérables. Il y a toute une génération d'enfants ingérables. Je ne suis pas. Ouais, je suis assez d'accord. Il faut plus faire d'enfants. Euh, si tu as des enfants en fait qui rentrent de l'école, qui se mettent. Moi, j'ai déjà entendu. Moi, j'ai un adoptant qui m'a appelé. Ça faisait une semaine qu'il avait son chat. Il me dit il est tétanisé sur son arbre à chat. Je lui ai fait comment ça? Je lui ai dit il est tétanisé. C'était un chaton, mais très vivant et adorable. Euh, et là, j'entends mais des hurlements derrière lui. J'ai fait, mais c'est quoi ce bordel? Et là, il me dit, c'est les enfants qui rentrent de l'école. Je fais, pardon. J'ai dit, moi, les miens, ils gueulaient pas comme ça en rentrant de l'école, hein. Je dis, vous avez un sérieux problème. Je dis, je sais pas, moi, éduquer vos enfants, peut-être. Et le chat, ben, j'ai dû m'occuper de son replacement, ouais, effectivement, parce que mais quand il était venu visiter la pension, étonnamment, enfin la pension, pardon, l'élevage, étonnamment, il n'y avait pas ses enfants avec lui. Parce que je crois que j'aurais vu les enfants, de toute façon, c'était niette. Mais oui, non, non, les cris d'enfants ouais, peuvent complètement stresser un animal, hein. Et il est rentré, il était en état de stress, hein, le chaton. Après, il est reparti dans une famille super sympa et la vie a été cool pour lui, hein. Mais non, non, tout ce qui peut impacter en fait un chat pour qu'il vive longtemps, il faut que sa vie soit stable, régulière, qu'il ait une bonne alimentation, et une vie stable, régulière et hyper routinière. Donc, quand vous rajoutez des hurlements d'enfants totalement intempestifs, quand vous rajoutez un couple qui se dispute pour un oui, pour un non, parce qu'ils sont en divorce et c'est normal, c'est voilà. Ah ben non, si dans la famille où il est né, les enfants hurlent à longueur de journée, non, pour lui, c'est un bruit normal. Ce qui va être inquiétant, c'est une maison où t'as rien, tu vois. Ça va le changer de son ordinaire. Moi, ce qui m'a toujours étonné, on discrète complètement. Ce qui m'a toujours étonné, c'est sur une portée, par exemple, un truc stupide, hein, mais l'aspirateur. Vous pouvez passer l'aspirateur, vous avez 6 chatons. Vous passez l'aspirateur, vous allez avoir 4 chatons qui adorent l'aspirateur, qui vont jouer, vous pouvez les aspirer, ils s'en fichent totalement, et vous en aurez 2 qui sont totalement terrorisés. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Ouais, bah écoute, oui, mais c'est ce que je dis moi, parce que ouais, c'est ce que je dis, moi j'ai pas d'enfants en bas âge et du coup des fois ça peut, je dis aux adoptants, hein, moi j'avertis cash, hein, quand ils me disent qu'ils ont des enfants en bas âge, moi je leur dis cash aux adoptants, je suis désolée, moi j'ai pas d'enfants en bas âge,
Donc ils sont pas habitués. En fait, le problème, oui, que moi j'ai, c'est qu'en fait, je n'ai plus d'enfants en bas âge. Donc du coup, mes chatons ne sont pas habitués. Ils sont habitués à des bruits d'adultes. J'en ai quand même un qui vient régulièrement, qui hurle pour oui, pour un non. Mais c'est pas, ça reste pas toute la journée. Oui, ils ont la télé, la radio. Mon Dieu. Je pensais à l'agent K, moi, mais bon, c'est pas grave. Excusez-moi, petite digression avec Code de chat. Ouais, c'est le quatrième que j'ai jamais eu. Oui, vous pouvez me faire des enregistrements, oui. Vous pouvez me faire des enregistrements, pourquoi pas? Ça peut être, ouais. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais oui, on peut leur passer des bruits pour les habituer. En fait, tout ce qui va être habituel pour le chat, voilà, pas de surprise. Bon, après, on va pas se mettre à se hurler dessus non plus pour leur apprendre les disputes, hein. Et l'autre qui insiste derrière en plus. Vous n'êtes pas possible toutes les deux. Donc il y a des prédispositions familiales quand même, on revient un petit peu au sérieux. Dans les cas polygéniques en fait ou complexes de souffle cardiaque, vous pouvez avoir des prédispositions quand même familiales qui peuvent exister, qui sont diffuses, qu'on ne voit pas toujours. Mais là, on rentre dans une transmission mendélienne qui est plutôt simple, hein. Génétique en fait, hein. Pardon, mendélienne c'est génétique. On passe sur le terrain héréditaire suspect. Je suis en train de regarder où on en est. Je sais pas où je m'arrête exactement, parce que comme c'était un live, c'est un live entier qui va être coupé en deux. Je sais pas où je m'arrête. Je vais voir. Bon. Pour les terrains héréditaires suspects, certaines lignées produisent plus de souffle acquis en vieillissant. Donc ces lignées-là, on respire, qu'il faut absolument identifier et retirer. Après, c'est pas toujours évident. On va avoir des fragilités cardiaques systématiquement sur ces lignées-là. Et c'est là où plus de transparence au niveau des éleveurs serait plutôt sympa. On pourrait les identifier beaucoup plus vite. D'autres acquis. Ah, un live d'enfer. Mais en plus, j'avais une image de d'autres acquis. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mise, mais bon, c'est pas grave. J'avais réussi à en choper une avec Caldrogo, s'il te plaît. Certaines lignées, donc je raconte n'importe quoi, pardon. Certaines lignées produisent plus de souffle acquis en vieillissant. Il faut les identifier, les retirer. Donc c'est là où ce serait bien d'avoir des éleveurs qui travaillent ensemble pour éviter et identifier ces lignées et les retirer. Ça peut être aussi pas forcément dû à un gène identifié, ça peut être un mélange de plusieurs facteurs génétiques et des développementaux. Ça peut être une structure cardiaque qui se construit mal, ça peut être dû à la croissance, au métabolisme, ça peut être dû en fait à plein de choses. Et il n'y a pas que le facteur génétique. En fait, ça va être un mélange de facteurs qui va faire que. Vous pouvez avoir du coup, par exemple, des valves mal formées ou dégénératives, hein. C'est-à-dire vous allez avoir une malformation de la structure du cœur en fait dès la naissance, mais qui ne se verra pas au départ, avec une valve qui est juste un petit peu trop souple ou au contraire juste un petit peu trop rigide. Du coup, ça va créer du reflux au niveau du cœur et c'est là où vous entendrez le souffle. Ça peut apparaître plus tard, avec l'âge en fait. Donc enfant, ça va, enfin chaton, pardon, chaton, votre veto n'entendra absolument rien. Et plus en fait le chat va avancer, et plus ce problème de valve va s'entendre, et du coup il va être classé dans des souffles acquis, alors qu'en fait c'était un souffle qu'il avait à l'origine. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ça va? Là je vais vous dire encore autre chose, c'est que on a vu la semaine dernière
que la HCM, c'est un épaississement du cœur, mais vous pouvez aussi avoir un épaississement anormal du muscle cardiaque qui n'est pas une HCM. Voilà, ça va? Vous allez avoir ça, pourquoi? Parce que vous avez un terrain génétique qui favorise une croissance trop rapide ou un métabolisme particulier. Résultat, ben, vous allez avoir pareil des turbulences au niveau du flux sanguin et donc vous aurez des souffles audibles. C'est un défaut mineur de cloison, hein, par exemple, un petit foramen qui ne s'est pas refermé totalement à la naissance, hein. Des fois, c'est juste des petites choses, mais qui peuvent être découvertes beaucoup plus tard quand le cœur va vieillir, en fait, hein. Ça peut être aussi une aorte ou une artère pulmonaire, hein, qui est anormalement étroite ou qui fait trop de retors, en fait, hein, trop de virages. Et ça, c'est pareil, ça peut donner naissance à des souffles jeunes. En fait, ça peut passer totalement inaperçu et en vieillissant, ça se verra au final. Le flux devient turbulent avec le temps. C'est un mélange de génétique en fait et de développement, hein. La génétique peut donner une prédisposition en fait, c'est-à-dire elle peut donner des valves plus fragiles, des parois cardiaques beaucoup plus fines que la normale, ou beaucoup plus épaisses, avec un métabolisme trop rapide. L'animal grandit trop vite. Le développement, en fait, est hyper important, hein. Des croissances trop rapides, une alimentation trop riche, des inflammations trop précoces. Tout ça va aggraver le cœur, en fait, l'état du cœur. Tout ça, en fait, c'est tout un mélange de choses, hein, qui peuvent déclencher des souffles-acquis, hein. Ça va, Christelle? T'es déjà sur Amazon en train de commander le stéthoscope? Moi, ça va. Ah, j'étais malade encore hein, aujourd'hui, mais ça va. En pratique pour l'éleveur, on y revient, comme tout à l'heure. C'est pas toujours un gène récessif caché hein, dans ces cas-là. Tu le commandes, ouais, je m'en doute. Souvent, en fait, ça peut être dominant incomplet ou polygénique, c'est-à-dire un mélange de plusieurs gènes. Ensemble de petits gènes fragilisants, en fait. Un polygénique, c'est un ensemble de petits gènes, hein. Donc, ça peut être compliqué pour l'éleveur de voir tout ça. La consanguinité peut révéler et concentrer ces fragilités, c'est sûr et certain, même si ce n'est pas du récessif pur. En fait, voilà, la consanguinité impacte de façon plus forte sur les maladies cardiaques, hein, sur l'animal. La vigilance, elle doit reposer sur quoi? Parce qu'on a dit on ne peut jamais prévoir avant, en fait, hein. On ne peut pas prévenir hein, ce genre de pathologie. La vigilance, elle repose surtout sur le dépistage échographique des reproducteurs qui est hyper important. Le suivi de la descendance qui est hyper important. Savoir où vont vos lignées, ce que font vos lignées, ce qu'elles deviennent. Ne pas fixer, surtout pas fixer une lignée qui présente plusieurs cas de souffle-acquis cardiaque. On enlève, ça je répète encore. On ne peut pas empêcher totalement hein, d'avoir des souffles cardiaques, mais on peut, on peut éviter en fait que ça devienne un schéma mendélien, c'est-à-dire que ça devienne un schéma génétique. Si vous suiviez, si vous... T'as d'autres acquis en tête. Si vous suivez correctement vos lignées, vous pouvez retirer des lignées entières de chats qui ont des pathologies cardiaques. Et ça, c'est hyper important, et surtout sur le Maine Coon. C'est vraiment très important. C'est à vous de faire votre travail d'éleveur, en fait, au final, de suivre vos reproducteurs et votre descendance. Non, mais il faut avouer que Khal Drogo, quand même, c'est quelque chose. Je sais pas vous, hein, mais moi, je trouve que c'est quelque chose, Khal Drogo. Un petit peu, ouais. Je commence à avoir le souffle coupé. Donc, je vous laisse 2 secondes. Donc bien observer vos lignées, bien faire attention à ce qui sort, à suivre vos chatons, les chatons que vous vendez, à les suivre jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et qu'ils décèdent, hein. Ne pas hésiter à garder un maximum de contact avec vos adoptants. Ouais, mais j'adore Jason Momoa. Très classe.
Mais je trouve que vraiment dans Game of Thrones, il a vraiment le rôle parfait. J'aime pas du tout dans Aquaman, mais dans Game of Thrones, ça lui va très bien. Oui, on le voit pas très longtemps. C'est fort dommage. Mais voilà. Pastis? Non, je ne prends pas de pastis. De Paris et ça repart. Ah oui, ok. Non, non. J'ai toujours mon thé au gingembre. Voilà. C'est dit. C'est pas un hasard isolé, les souvlaki. Souvent, ça traduit une fragilité cardiaque hein, familiale. Hein. Quand vous avez un souvlaki, dites-vous bien que... alors, si vous l'avez sur un repro que vous avez acheté, dites-vous bien que l'éleveur qui vous l'a vendu le savait. Hein. Moi, je bois... Ah non, je bois du gingembre toute la journée. J'ai pas de souci. J'en bois tellement que je pense que j'ai un taux de petit... enfin, un taux de tolérance au gingembre assez élevé. Un souflaki, c'est pas toujours un feu étranger qui arrive avec l'âge. Hein. Parfois, c'est une faille qui est inscrite dans la construction du chat au niveau du cœur. C'est une valve ben, qui est, ce que je vous disais, qui peut être trop souple. C'est un vaisseau qui est trop étroit. Ces failles, elles naissent souvent d'un mélange subtil entre la génétique de votre animal hein, et le développement qu'il va avoir. Donc c'est vraiment un enchevêtrement. Les souflakis, c'est un enchevêtrement de tout ça, au final. Et elles vont se révéler qu'au fil du temps et souvent sur des chats âgés. Un souflaki, c'est pas toujours l'échographie d'un gène récessif hein, silencieux. Hein. Euh, c'est parfois, de la dominance incomplète comme dans la HCM. C'est parfois. Alors la dominance incomplète dans la HCM, c'est surtout sur des gènes hétérozygotes. Hein. Parfois c'est un jeu de plusieurs gènes hein, aussi qui va fragiliser le terrain. C'est un mauvais mariage entre un papa et une maman. Mais dans tous les cas, euh, quoi qu'il arrive, et c'est pas moi, hein, vous allez dire que je fais mon cheval de bataille. Ça va, j'ai pas trop bégayé ce soir. Je vais en faire mon cheval de bataille, mais non, c'est parce que c'est vraiment très très important. Et personne sans, enfin, il n'y a pas beaucoup d'éleveurs qui, euh, qui agissent sur ça, mais la consanguinité, elle agit vraiment comme un miroir grossissant. Plus vous allez avoir de consanguinité dans vos chats, plus vous allez avoir de problèmes au niveau du cœur. Alors ça ne veut pas dire que tous vos chats vont être malades, hein, loin de là, mais ça devient un facteur aggravant. Et ça, il faut s'en rendre compte. Ça ne concentre pas, si vous voulez, tout le malheur du monde, mais en fait, ça permet que ça s'embrase. Les souvlaki, c'est comme des flammes hein, qui viennent plus tard. Parfois, c'est qu'un courant d'air, c'est une anémie, une fièvre, et donc ça repart, ça vient, ça repart. Mais parfois, la flamme, elle s'éteint, et c'est ce que je vous disais pour la HCM. C'est très, très difficile quand la flamme, elle s'éteint pour les adoptants à qui vous avez vendu ce chat. C'est l'écho d'un cœur hein, qui s'alourdit, qui n'arrive plus à pomper, à fonctionner. C'est une maladie qui s'installe. C'est du malheur pour les parents, les adoptants, autrement. Et pour finir, pour aujourd'hui, on voit que certains... Je suis en train de réfléchir si je vous fais celui d'après pour jeudi ou si on le garde pour jeudi. Je pense qu'on va le garder pour jeudi. Certains lignages ne flambent pas, ils se consument lentement et sans bruit. C'est la conclusion de ce soir. Et je vous refais mon manifeste, cette fois je vous le fais en dernier, parce que j'y tiens absolument. Parce que les problèmes cardiaques chez le Maine Coon, c'est quelque chose de vraiment très important. Alors je vous le redis, pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui passent en coup de vent sur le live, j'espère que certains éleveurs l'entendront et beaucoup d'adoptants surtout. Certains éleveurs, par ignorance, par confort ou par stratégie, promettent à leurs adoptants que leur chaton ne développera jamais de HCM, jamais de souffle cardiaque. Parce que les parents sont testés, parce qu'une échographie a été faite, parce que tout va bien. Et pourtant, la réalité, elle est tout autre. Hein. Rien, je dis bien rien, ne garantit aujourd'hui, à l'heure actuelle, chez tous les éleveurs de France et du monde entier, j'insiste bien là-dessus, que
l'absence totale de HCM chez un Maine Coon ou chez des parents Maine Coon garantissent la santé des chatons qui vont naître de ces parents-là. La vérité, la voici. La vérité, c'est que la HCM, c'est un tueur silencieux, sournois, injuste. Il peut frapper un chat de 6 mois, comme un senior de 10 ans. Il peut rester tapis, puis surgir sans prévenir. Et pendant que certains éleveurs vendent des illusions, d'autres vont se réveiller un matin, des gens qui ne sont pas éleveurs, et vont trouver un chat mort sur le sol. D'autres s'endettent pour des traitements à vie de leur animal. D'autres vivent avec la peur au ventre, malgré les papiers, malgré les tests qu'on leur a fournis et malgré toutes les promesses que ces éleveurs-là auront fait. À ces éleveurs-là, je veux leur dire, vous mentez et c'est dangereux. Faire croire qu'un test ADN suffit, faire croire qu'une échographie à 1 an est une garantie que votre chat et toutes vos lignées ne produiront jamais de HCM, c'est mentir. Faire croire que tout va bien sur un animal parce qu'on a coché certaines cases d'un suivi santé, c'est mentir, par omission. Et ce mensonge, il se propage. Ce mensonge, vous l'entendez partout. Il s'ancre et il tue. Et pourtant, entre 2005 et 2021, grâce au travail de nombreux éleveurs qui ont été extrêmement rigoureux, la prévalence des porteurs de HCM a chuté de 25% et ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Le test HCM a été découvert en 2005. C'est pour ça que je vous parle de 2005 et pas d'avant. Et ce n'est pas une victoire totale, hein. C'est qu'une étape, car la HCM, ce n'est qu'un gène. Si vous avez vu le live de la dernière fois, vous savez que maintenant, il y a à peu près une centaine de gènes de HCM. On en analyse, c'est pas analysé, mais on en teste par là, merci. On n'en teste qu'une seule sur le Maine Coon, il y en a une centaine. Donc à partir de là, vous ne pouvez pas promettre aux gens que vos chatons n'auront jamais de HCM. C'est simple, c'est comme ça. Oui, on connaît le gène A31P. Oui, on connaît le MYBPC3. Non, ce n'est pas les seuls. D'autres mutations qui sont encore inconnues existent. Elles peuvent induire des formes similaires. Oui, certaines pathologies secondaires, comme on a vu aujourd'hui, l'hyperthyroïdie, l'hypertension, peuvent provoquer une HCM. Oui, certains chats génétiquement sains peuvent développer une HCM, c'est-à-dire oui, vous avez des chats chez vous qui sont négatifs HCM, oui, ils pourront avoir une HCM à 11 ans, rien ne l'empêche. Non, aucune lignée, aussi contrôlée soit-elle, n'est à l'abri d'une HCM à 100%. Aucune. Alors pourquoi on teste, nous, éleveurs? Pas pour garantir l'avenir, mais pour réduire les risques. Pour connaître les reproducteurs, pour protéger le vivant, pas pour rassurer l'acheteur à tout prix. On ne peut pas rassurer l'acheteur à tout prix parce qu'à l'heure actuelle, on est incapable de dire si nos chatons auront une HCM ou pas. Aussi calé qu'on soit, aussi nul qu'on soit, on peut être tout ce qu'on veut. On peut faire ça le plus sérieusement du monde. On peut faire ça, mais comme un chien galeux. Il n'y a pas d'autre mot. Personne ne peut garantir que vos animaux n'auront pas de HCM. Et moi dans tout ça, je suis éleveuse de Maine Coon depuis 15 ans. Mes chats sont testés génétiquement. Ils passent des échographies régulièrement. J'ai 5 ou 6 générations exemptes de HCM parce que je travaille depuis 15 ans. Ça me permet de voir que oui, il n'y a pas eu de déclenchement d'HCM. Et pourtant, jamais, encore aujourd'hui, avec tout ça, je ne dirais votre chaton ne développera pas la maladie. Jamais je ne dirais ça à un adoptant. Moi, je dis à un adoptant quand il vient chez moi, faites une échographie à 2 ans, à 4 ans, à 6 ans. Faites 2-3 échographies. Faites selon vos moyens, mais faites des échographies, car même avec toutes les précautions du monde, toute la rigueur que je m'impose, le risque zéro n'existe pas. Alors, on va parler des espèces d'illuminés qui travaillent avec des porteurs, hein, parce que ça existe aussi. Faites bien attention, demandez bien les tests. Et vérifiez bien le numéro des puces sur les tests quand vous achetez un chat. Que les tests qu'on vous donne sont bien les chats concernés, hein, et pas un autre. Hein. Parce que oui, vous avez des éleveurs qui travaillent avec des hétérozygotes HCM. Je vous rappelle qu'un hétérozygote HCM
a la HCM. Point. C'est un gène dominant. Si vous avez un éleveur qui fait ça, il faut une transparence absolue. Il faut qu'il ait une rigueur génétique qui est renforcée avec un suivi d'échographie qui va être 2 fois celui d'un éleveur normal. Et ça, à mon avis, vous ne le trouverez pas. Donc là, on n'est plus sur de la sélection, on est sur de l'inconscience pure. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la génétique? La génétique nous dit à l'heure actuelle que le gène A31P est un gène autosomique dominant à pénétrance variable. Qu'un seul allèle muté, j'aurais bien un seul, donc ça veut dire que sur un animal hétérozygote, suffit à déclencher la maladie. Ça, il faut que ça rentre dans vos crânes en tant qu'éleveur. Parce que si ça, en tant qu'éleveur, ça ne rentre pas dans vos crânes, vous pouvez arrêter, mais tout de suite. Un hétérozygote HCM a la HCM. 2 allèles mutés HCM, ça va augmenter la gravité de la maladie et la précocité des symptômes. Mais un hétérozygote HCM est HCM. Ça, il faut que ça rentre dans le crâne des éleveurs. Donc oui, certains porteurs vont vivre longtemps et sans signe, mais d'autres vont développer la maladie tôt et gravement. Et leur chaton qui va mourir, que vous avez vendu à ses adoptants, qui va prendre la responsabilité du risque? Alors soyons clairs, travailler avec un porteur n'est envisageable que si l'autre reproducteur est évidemment NN, parce que vous avez quand même des inconscients qui vont travailler avec 2 hétérozygotes. Si je vous en parle, c'est parce que c'est du vécu, c'est du vu. On ne garde pas de reproducteurs porteurs, on ne garde pas de reproducteurs porteurs hétérozygotes ni même homozygotes. On les place en compagnie en disant aux adoptants ce qui se passe. Et on teste toute la descendance en transparence. Sinon, on joue avec un feu génétique. Et ce feu-là, c'est pas vous qui allez le payer. Ce sont vos adoptants et leurs chats. C'est pas vous, éleveurs, qui allez payer le prix. Ce sont les gens qui vont pleurer parce qu'ils auront trouvé leur chat mort sur le sol un matin. Alors, bienvenue dans la réalité, celle d'un élevage qui doit être responsable, celle où la transparence est prime sur votre marketing, celle où je vous transmets un être vivant, vous aussi adoptant, je vous transmets un être vivant, je ne vous transmets pas une peluche ni un produit fini. Je vous transmets un animal qui peut être malade, qui peut déclencher une maladie que moi je ne maîtrise pas puisque maintenant vous savez qu'il y a 100 formes de HCM différentes. Mon nom c'est Nine et ce soir je vous parle de maladies qu'on préfère taire. Merci à vous de m'avoir écouté ce soir. Est-ce qu'il y a des questions ?